La lutte à la pauvreté est un combat de tous les instants devant la ténacité des préjugés. L'organisme Concept, qui aide les familles et les personnes en situation de pauvreté à améliorer leurs conditions de vie, a eu l'idée de rendre, en images et en témoignages, la réalité et les défis quotidiens auxquels ces personnes font face. Cette première de 6 émissions sera consacrée aux causes et aux conséquences de la pauvreté. On était pauvres. Mon père avait un travail minime, là. C'était pas la joie. Puis, ma mère s'est souvent restreinte de certaines choses pour que nous, on ait qu'est-ce qu'on avait besoin comme enfant, mais on n'a pas tout eu pareil. Il y a des choses qui nous ont manqué quand même. Mais ça nous a appris à attendre notre tour. Parce qu'à un moment donné, on sait que tout le monde peut avoir quelque chose, mais ça dépend. Il faut avoir de la patience. Moi, je le vois, qui est sur le bien-être social. Quand je vais chercher mon panier d'aide alimentaire, je vois des gens en situation de pauvreté plus pauvres que moi et des gens qui travaillent, qui arrivent à peine arrivés, qui vont là. J'ai vu des madames qui étaient quand même assez bien habillées, mais qui avaient besoin de nourriture parce qu'ils ont coûté eux autres à arriver, là. Les personnes en situation de pauvreté et les familles, leur vécu quotidien, c'est de penser à se nourrir, de penser à comment je nourris ma famille, comment je me nourris. Et c'est un combat de survie quotidienne. Fait que c'est sûr que d'essayer de rêver ou d'essayer de... c'est pas si facile parce que toute leur énergie est mise pour justement faire en sorte de se nourrir puis de nourrir leur famille. Bon, on va dire qu'il y en a assez. Concept qui est un organisme qui regroupe des personnes et familles à faible revenu, puis on les accompagne pour améliorer leurs conditions de vie. Fait qu'à partir de là, c'est très, très large. On peut faire de l'alphabétisation, francisation, de l'intégration à l'emploi. On a un gros programme famille, éducation populaire. Alors, c'est très vaste ce qu'on peut réaliser à partir du moment où on lutte contre la pauvreté. Bien, tous les moyens sont bons pour y arriver. Au Québec, d'importantes inégalités socio-économiques persistent entre les femmes et les hommes. La table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie s'intéresse de près à cette question. La table de concertation, c'est un organisme régional, un organisme féministe pour la défense des droits des femmes. On se concerte, on travaille ensemble pour améliorer les conditions de vie des femmes de notre région. On fait de la lutte à la pauvreté, la lutte à la violence. On veut améliorer la santé des femmes ensemble, favoriser l'accès des femmes à l'emploi, etc. En fait, partout où il y a des femmes, on essaie d'intervenir, mais on fait ça collectivement avec nos membres. Mais de façon générale, la question de la pauvreté des femmes, c'est une question importante parce que si on pense au nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce sont majoritairement des femmes, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Il y a même, statistiquement parlant, des chiffres qui disent qu'on peut avoir jusqu'à 70 des femmes, des personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui sont des femmes. Donc, c'est vraiment une situation ou un contexte ou un enjeu qui peut se conjuguer là, au féminin et au pluriel. La pauvreté, quand elle est extrême, peut mener à l'itinérance. Cette rupture sociale s'est aggravée de façon inquiétante depuis quelques années. L'itinérance, c'est de vivre dans des lieux non salubres, c'est de vivre dans des endroits fréquemment, dans le sens de quand on change d'appartement ou de milieu de vie, souvent dans une année, c'est aussi de l'itinérance. Quand on vit dans des conditions qui ne sont pas saines, c'est aussi de l'itinérance. Donc, tout ça fait partie de l'itinérance, puis ce qu'on voit, c'est seulement celle qui est à l'extérieur. Mais il y a énormément d'itinérance cachée, de gens qui sont vulnérables, qui vont, en échange de services ou de choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire, dormir chez des personnes pour ne pas être à la rue. Tous ces gens-là, on ne les voit pas, mais ils font partie du nombre. Ils sont peut-être même plus grands que l'itinérance visible. Point de rue est un organisme communautaire en inclusion, qui travaille en inclusion sociale. Donc, nous, on va œuvrer beaucoup dans les services de base. Donc, nourrir les gens, leur permettre d'avoir accès à des douches, à des toilettes, évidemment. On a une vingtaine d'intervenants qui travaillent sur 2 territoires, donc Nicolet-Yamaska et Trois-Rivières, avec 2 centres de jour. Donc, les gens ont accès à un milieu de vie, tout simplement pour aller discuter, échanger, faire des recherches d'appartements, parler d'une problématique, avoir des références.
Trop souvent, on croit que l'itinérance, c'est une question de choix. De par mon expérience et puis toutes les années passées avec les gens dans la rue, je peux vous confirmer que c'est l'inverse. C'est souvent le manque d'opportunités. Les gens n'ont pas tous les opportunités de façon égale, eu la chance d'évoluer de la même façon. Et puis quand finalement on fait face à un trop petit nombre de choix, à des mauvais choix uniquement, si on veut, bien, c'est là qu'on prend des mauvaises tracks parce que finalement les gens font le mieux qu'ils peuvent pour essayer de survivre, mais quand les choix et les opportunités ne sont pas là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que c'est souvent là, ça part beaucoup de la jeunesse, mais du soin qu'on a eu, de l'entraide, de l'encouragement puis de l'amour. On le dit pas assez souvent, mais l'amour, l'attention que tu donnes à une personne quand il est jeune est super important dans son estime. Puis ça permet aux gens de se projeter dans un futur. Les causes de la pauvreté sont multiples, complexes et souvent intimement liées. Si tu avais eu tous les outils qu'il faut dans ton enfance ou dans ta jeune vie d'adulte, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Bien, j'aurais aimé plus. C'est sûr que j'aurais aimé mieux pas d'être obligé de me battre pour pouvoir réussir à survivre. J'aurais aimé d'être forte dans mes études, pouvoir me trouver un emploi qui ne demande pas as-tu un secondaire 5. Donc, tu aurais aimé poursuivre tes études? Oui. Dans les causes de la pauvreté, c'est sûr que l'analphabétisme, c'est une cause majeure. La cause et l'effet aussi. Tu es analphabète souvent parce que tu es pauvre et l'inverse. Et il y a aussi tout le vécu familial, le vécu de difficultés, ça nuit à être capable de trouver un emploi, même d'occuper puis de le garder, l'emploi. La majorité de ceux et celles qui ont vécu des graves agressions là, au niveau de leur enfance, la petite enfance, encore plus qu'à l'adolescence, ça a des impacts sur leur capacité d'apprendre à lire et à écrire, des impacts sur leur capacité d'intégration à l'emploi. Ils ont souvent perdu confiance et le fait que tu ne te fais pas confiance, tu as de la misère à prendre ta place dans le milieu du travail. J'ai de la misère avec le prix du logement. J'ai de la misère avec l'alimentation. Les femmes vivent majoritairement de la pauvreté parce qu'elles vivent certains obstacles qui sont reliés à leurs conditions. Juste le fait d'être femme, elles vivent certaines discriminations, que ce soit, par exemple, au niveau de l'éducation qu'elles ont, au niveau de la socialisation. Donc, on est socialisé garçons, filles, hommes, femmes. Cette socialisation-là nous amène à avoir des rôles stéréotypés qui fait ensuite, à cause de ces rôles-là, qu'on incarne quand on est une petite fille, qu'on doit finalement être calme, gentil, être aux soins des autres, être serviable. Et ça amène finalement les filles, les femmes, à faire des choix professionnels finalement stéréotypés. Donc, la raison pour laquelle les femmes peuvent avoir des écarts de revenus avec les hommes, même quand elles sont à l'emploi, c'est souvent à cause du choix professionnel qu'elles vont faire, qui vont être à prédominance féminine. Et ces métiers-là, par exemple, souvent les femmes vont se retrouver au niveau des services. Esthéticiennes, coiffeuses, serveuses. Elles vont se retrouver aussi beaucoup au niveau des emplois, au niveau de la santé, des services sociaux, dans le communautaire. Et ce sont tous des métiers, finalement, où est-ce qu'on a une majorité, très grande majorité de femmes. Et ces métiers-là vont souvent être des métiers moins bien reconnus, moins bien valorisés, moins bien payés. Et on va aussi avoir des métiers qui vont être plus précaires, plus de temps partiel. À cause de ce besoin d'être au service des autres, de prendre soin d'eux, on va encore beaucoup plus que les hommes être au niveau du travail invisible, des tâches domestiques, des soins aux proches, la proche aidance. Et toutes ces tâches-là qu'on va faire, c'est du travail invisible, non rémunéré. Il y a des femmes qui vont diminuer leurs heures de travail pour être en mesure de prendre soin des enfants, de prendre soin d'un proche malade. Toute la notion de proche aidance va amener souvent les femmes à travailler moins d'heures. Puis il y a même parfois des femmes qui vont choisir d'arrêter de travailler. Donc,
mettons, dans ton quotidien, dans ton présent, si tu choisis de diminuer tes heures ou d'arrêter de travailler, bien évidemment, ça a un impact sur ton revenu. Et ensuite, l'autre impact qui est à moyen long terme, auquel les femmes ne vont pas toujours penser, c'est que ça a un impact sur ta retraite. Les femmes deviennent majoritaires dans la population parce que plus on vieillit, plus que de femmes à cause de l'espérance de vie qui est plus grande pour les femmes. Et ils vont se retrouver seuls, sans emploi, ils n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie, fait qu'ils vont être vieillissantes et pauvres. Quand vous parlez de pauvreté entre vous autres, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, puis on comprend votre réalité. Plus on a des liens significatifs, plus on a de chance d'avoir de l'aide, des coups de main pour s'en sortir quand on a des épreuves. Et puis, c'est ce manque d'opportunité-là, en fait, qui peut nous mener vers une pauvreté. L'aide sociale offre quand même une rémunération de base qui était suffisante avant pour vivre, arriver de se trouver un appartement. Depuis quelques années, moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est que le coût moyen du logement a dépassé la prestation de base de l'aide sociale. Donc, on peut s'imaginer que chacune des personnes qui est à l'aide sociale ou tout simplement une personne qui travaille à salaire minimum ou à temps partiel, puis que son appartement se fait racheter et puis qui est évincé pour des raisons là, légales, bien, il se retrouve à risque d'itinérance parce que maintenant, les logements sont plus abordables. Donc, c'est très, très, très difficile. Et puis, il y a tellement de demandes que les propriétaires ont amplement le choix. Ils vont toujours choisir la personne qui a plus d'argent que celle qui en a moins. Donc, bien là, on amène des gens dans cette vulnérabilité-là qui n'étaient pas là avant. La pauvreté affecte plusieurs sphères de la vie des personnes qui la subissent. Elles doivent souvent affronter des manques insoupçonnés au quotidien. Le fait de manquer d'argent, est-ce que ça t'oblige à faire à t'organiser d'une façon particulière? Ça t'oblige à faire quoi, le fait de manquer d'argent? Bien, je suis quasiment obligé des fois, je suis quasiment obligé de demander de l'aide. Parce que je trouve ça dur. Donc, après avoir payé toutes tes dépenses, là, y a-tu d'autres dépenses que tu es capable de te permettre? Par exemple, aller te faire couper les cheveux, aller au cinéma? Non. Parce que j'ai pas le moyen de me payer des activités. Avant, il y avait ma mère qui pouvait m'aider, mais là, elle est décédée. Fait faut que je m'arrange pour essayer d'emprunter à une personne que je connais fiable. C'est pas tout le monde qui va te prêter de l'argent. S'ils ne te connaissent pas assez. Mais faire des emprunts à la caisse, ces choses-là, c'est impossible pour une personne qui est très bas, là, un bas revenu. C'est impossible, là, pratiquement, ils ne veulent pas. Y a-tu d'autres façons que tu peux te débrouiller s'il arrive un imprévu? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas vraiment, à moins d'être capable d'avoir des ressources. Quel genre de ressources? Bon, il y a Concept. Il y a d'autres ressources comme pour les logis, la logirante, puis toutes ces choses-là. Mais il faut que tu les connaisses. Si tu ne les connais pas ou si c'est plus difficile d'accès aussi, parce que j'ai pas d'automobile. Si c'est loin, mais là, faut que je paye quelqu'un pour venir me porter. Je peux pas y aller à pied si c'est trop loin. Il y a les autobus, mais ils passent à l'heure où tu as besoin ou c'est ça le problème. Hein? Puis dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les conséquences de la pauvreté? C'est très dur. J'en arrache. De quelle façon? Bien, comme là, un coup que j'ai mon chèque d'aide sociale, mais je paye mes affaires, là, mais un coup que toutes mes affaires sont payées, je n'ai pas assez pour me faire une épicerie. Bien, des fois, je suis obligé d'aller quasiment... ça me gêne d'aller demander de l'aide alimentaire. Tu te nourris pas bien, ton état de santé va être moins bon. Puis dans les quartiers, là, t'as des statistiques qui disent que dans certains quartiers, tu peux avoir 7-8 ans de moins d'espérance de vie que d'autres quartiers. T'as des enfants qui ne fonctionnent pas bien à l'école parce qu'ils ne mangent pas. Tu vas à l'école, puis tu as le ventre vide, puis tu ne manges pas bien, puis bien à ce moment-là, ça a des impacts directement sur tes résultats scolaires et puis sur ta persévérance scolaire. Nous, là, on est un centre d'éducation et d'alphabétisation populaire. Mais maintenant, on a mis plein d'activités où il y a de la nourriture. Parce qu'on sait que les enfants, les parents ne mangent pas, puis les personnes seules ne mangent pas à leur faim. Fait qu'on essaie de compenser par toutes sortes d'activités là, que les gens peuvent manger. Là. On accompagne beaucoup les parents, parents-enfants,
pour la réussite scolaire des enfants, bien, on valorise ça. On valorise le fait que maintenant, tu es un parent qui accompagne, puis la réussite des enfants, les autres, ils le voient aussi comme leur propre réussite. T'sais. On s'entend qu'un parent peut scolariser, l'école, c'est l'échec de leur vie. Là. Une personne analphabète, l'échec de leur... un des échecs importants, c'est l'école. Là. Pour ce qui est de l'itinérance, elle est parfois directement liée à un problème de santé mentale qui peut entraîner une dépendance à l'alcool ou aux drogues. On pense qu'il y a environ 25 à 30 de gens qui ont une problématique de santé mentale en itinérance, mais c'est difficile à évaluer parce qu'il faut avoir un suivi psychiatrique et c'est pas toujours facile, comme je vous dis, d'avoir un suivi psychiatrique quand on est en état de consommation. Donc, il y a comme une difficulté à ce niveau-là là, pour avoir des statistiques qui seraient représentatives. Quand les gens ils consomment un peu pour se punir ou parce qu'ils n'ont plus d'objectifs puis que leur vie est plate puis que finalement, ça devient le seul moyen d'avoir un petit peu des trucs émotifs à vivre ou de vivre un peu de thrill, ne serait-ce que certaines consommations vont te coûter moins cher que de manger, puis vont t'enlever la faim. C'est triste à ce point-là. Mais des fois, ça coûte moins cher de prendre quelques consommations que d'essayer de te faire l'épicerie alors que les gens n'y arrivent pas. Fait que ça, c'est sûr que ça peut devenir un problème, mais c'est souvent, je vous dirais, la raison. La consommation est rarement le problème. La consommation est le moyen que les gens utilisent pour essayer d'effacer leurs problèmes. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est pas là-dessus qu'il faut travailler pour moi. Il faut travailler sur la raison qui fait que tu te sens mal à ce point-là et puis que tu as besoin de consommer à ce point-là pour être capable de passer à travers tes journées. Pour moi, une des conséquences à la pauvreté les plus dures à vivre, je pense que c'est la perte de dignité humaine. Parce que dans une société dans laquelle on vit où l'argent et le superficiel est vraiment mis de l'avant, c'est comme si la pauvreté, ça enlevait de la valeur à un être humain, alors que c'est pas le cas du tout. Mais par contre, les gens qui vivent dans la pauvreté, les gens qui quêtent, c'est vraiment ça qu'ils vont subir. Ils vont subir des conséquences de leur pauvreté. Leur habillement leur refuse l'accès à une toilette, alors que moi, si je rentre dans un commerce habillé normalement ou propre, on ne me pose même pas la question. Les gens qui quêtent dans la rue, ce qu'ils disent qui les dérange le plus, c'est pas qu'on leur refuse de leur donner des sous, c'est qu'on fasse comme s'ils n'existaient pas. Je pense que cette perte de dignité-là humaine, c'est ce qui fait que finalement, on perd énormément de confiance en nous-mêmes et on ne s'accorde plus de valeur. Et puis là, quand on ne s'accorde pas de valeur, ça devient très difficile de se voir puis de se projeter dans l'avenir. Une conséquence aussi que je pourrais dire qui affecte beaucoup les gens en situation de pauvreté, c'est les préjugés. Le regard que la société porte sur eux, souvent, est encore pire que le manque d'argent. Il y avait même un de nos participants qui nous avait dit « Moi, je me sens comme un sac de poubelle. Pas un sac de poubelle dans la maison, sur le trottoir, sur le bord de la rue, parce que je suis exclu de tout. Le regard des gens, quand ils voient que je suis à l'aide sociale, le regard change. Un des préjugés qu'on entend tout le temps, ils ont juste à aller travailler. On l'entend même par rapport aux itinérants, ils ont juste à aller travailler. Parce que toute notre société est fondée sur le travail, sur la valorisation du travail. Mais eux, ils ont des vécus tellement lourds, des brisures là, que tu ne peux pas t'imaginer comment ils sont encore sur deux jambes et qui continuent à fonctionner dans la vie après avoir vécu des viols, des incestes, de la grande violence dans leur famille. Alors, il y a des brisures et souvent, on a beau reconstruire puis aider la personne à reconstruire, mais des fois, c'est pas possible. C'est pas vrai que tout le monde a la capacité de redevenir un employé 40 heures semaine qui marche dans un moule standard. C'est pour ça que ces gens-là se sont souvent rendus dans ces situations-là. La pression était trop grande, puis il n'y avait pas d'autres opportunités, d'autres choix. Donc, il y a eu une espèce de crash, puis ils se sont ramassés dans cette situation-là. Je pense qu'on a besoin de repenser différemment la façon de travailler, de quelle façon on peut améliorer les conditions des gens qui sont sur l'aide sociale ou en situation d'itinérance. On met beaucoup l'emphase sur les gains qu'ils et elles peuvent faire, mais pas nécessairement en lien avec l'emploi. Entre autres, d'être bénévole. Et puis, tu sais, les gens qui disent « Ah, ils sont lâches, ils ne vont pas travailler », c'est un beau préjugé, ça, ils sont lâches. Mais ils sont ici, à 8h30 le matin, ils sont là, puis ça manque pas beaucoup. Puis, ils sont impliqués, ils sont bénévoles dans nos entreprises d'économie sociale, à la friperie, à notre gym. Ils s'impliquent à plusieurs endroits.
dirais dans mon travail, dans ce que je trouve le plus difficile, c'est justement cette lutte-là à la pauvreté. Parce que déconstruire un préjugé, là, ça prend du temps, puis des fois, tu n'y arrives pas parce qu'il n'y a pas d'ouverture aucunement. Les gouvernements ont évidemment un grand rôle à jouer dans la lutte à la pauvreté, mais la population peut aussi poser des gestes concrets pour améliorer la situation. Le gouvernement voit comment les organismes viennent en aide à nous, les personnes en situation de pauvreté. Puis quand il aurait vu ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait donner plus de subventions aux organismes qui pourraient venir en aide aux gens en situation de pauvreté, comme le Havre ou les personnes, les itinérants qui sont dans les rues, qui pourraient voir comment eux vivent, qui pourraient avoir comment on fonctionne, comment on se débrouille. Demander au gouvernement d'augmenter les sommes qui sont versées aux personnes en situation de pauvreté. Il faut s'attaquer rapidement à la question du logement. Puis les gens, individuellement, peuvent s'impliquer bénévolement ou faire des dons dans l'organisme de leur choix là, qui lutte contre la pauvreté. Pour contrer l'itinérance, je pense qu'on a besoin de plusieurs choses. On a besoin que la communauté s'implique. On a besoin que nos villes, nos élus s'impliquent, la population en général aussi. Mais ça prend des programmes adaptés. Au niveau de nos lois du gouvernement, personnellement, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il faut augmenter le revenu possible pour une personne sur l'aide sociale de gagner en supplément à son aide sociale. C'est que 200 $ par mois. Donc ça, c'est vraiment difficile. Trouver un travail qui donne 50 $ par semaine, il y en a très, très peu. Fait que c'est soit les gens ils vont devoir quitter l'aide sociale puis se lancer sur le marché du travail. Par contre, ce que ça crée, ça, c'est souvent des échecs parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché. Puis ça fait qu'ils recommencent à zéro tout le processus. Après 2-3 semaines, ils perdent leur emploi. Puis là, le temps de refaire les demandes d'aide sociale, finalement, ils se ramassent un mois à ne pas avoir de revenus. Fait que souvent, la peur que tout ça se produise fait qu'ils ne vont même pas aller vers l'emploi au cas où ça arrive parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, je pense qu'il faut trouver une façon de mélanger l'emploi et l'aide sociale d'une meilleure façon, plus fluide, pour permettre des transitions plus réalistes pour les gens, je pense, sur l'aide sociale. Ça, c'est une chose, c'est sûr. En tant que citoyen, je dis tout le temps que tout le monde peut aider. Tout le monde peut apporter son petit apport dans la vie, dans la journée d'une personne en situation d'itinérance, ne serait-ce qu'en lui rendant un sourire, en accompagnant. On peut partager des repas, des bartendes, des sous. Il ne faut pas juger la situation. Il faut comprendre que chacune des personnes qui est en situation d'itinérance est là pour une raison. Je pense sincèrement que si les femmes avaient une plus grande égalité des chances, qu'elles pouvaient vivre avec moins de pauvreté, moins de violence, se sentir plus en sécurité, plus en confiance, qu'elles pourraient accéder davantage à l'emploi, qu'elles pourraient aussi accéder davantage à des postes auxquels elles n'ont jamais aspiré. S'il y avait plus ce plafond de verre-là au-dessus des têtes des femmes et des filles, que ce soit au niveau de la politique, dans plusieurs emplois. Je pense qu'en fait, ça pourrait aussi changer le monde. Moi, de travailler ici, ça a vraiment donné un sens à ma vie. Puis c'est un engagement, c'est mon engagement de vie d'aider les gens en situation de pauvreté à améliorer leur quotidien puis leur qualité de vie, leurs conditions de vie. Bien, je pense que si j'avais un message à envoyer à la population en terminant, ça serait peut-être une fameuse phrase de Paulo Freire qui dit personne ne se libère seul, personne ne libère autrui, les humains se libèrent ensemble. Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres pour espérer s'en sortir. Les personnes en situation de pauvreté se permettent parfois, elles aussi, de rêver. Mon rêve? Oh! Là, il fait fret, elle est à Cuba. Elle est à Cuba. Ma mère a toujours voulu m'amener à Cuba parce que ma mère avait déjà voyagé. Elle est à Cuba et elle n'a pas pu parce qu'elle est décédée. Fait que c'est allée à Cuba, être au chaud, aller me baigner. Ça serait fun. J'aimerais voyager, aller en avion, là. Aller voir dans le sud, aller voir la fameuse ville qui s'appelle Trois-Rivières. Tu sais, dans un pays qui porte le même nom de Trois-Rivières. Aller voir cette ville-là. Je l'ai déjà vu dans des reportages, mais j'aimerais ça aller la voir ce que c'est l'air, par curiosité. J'aimerais bien ça. Moi, parce que je suis collectionneur de minéraux, je collectionne des minéraux depuis 25 ans,
T'acheter les minéraux qui sont plus rares et pouvoir les s'acheter. Mais des fois, il y a des minéraux, mettons, m'acheter un diamant, qui n'est pas donné. Hein. C'est pas donné parce que tu n'en as pas en bas de 1000. Fait que j'aimerais bien ça un jour en avoir un dans ma collection. Que je sois capable de me payer des sorties, comme aller au restaurant, aller au cinéma. Si j'avais été plus jeune, ça aurait été une maison. Oui. J'aurais bien aimé avoir une maison. Comme ça. Ce serait pas trop. Ce serait à mon goût. Une bonne place à mon goût où je serais bien, où je serais tranquille. Si j'avais un message, ce serait de ne pas juger les gens qui sont pauvres, parce que ça peut arriver à tout le monde. Si ça serait possible que ceux qui écoutent l'émission, qu'ils aient moins de préjugés envers ceux qui sont sur l'aide sociale, au lieu d'avoir les préjugés, mais qui offrent à les aider. Les préjugés, ça te rejoint beaucoup. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, les gens qui ont des préjugés? Ça me fait mal. De quelle façon? Ça me fait de la peine. Ayez pas peur de faire des dons. Que ce soit en vêtements, en argent, en meubles, ils peuvent vous donner ce qu'ils veulent. Ils peuvent voir, ils peuvent venir à Concède, comment nous fonctionnons. À Concède, la porte est ouverte à tout le monde.